Et voilà. Ok, et ben bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire où on va parler de formation et d'intelligence artificielle surtout. On a la chance d'accueillir Sébastien Trouvé qui est chargé de mission au pôle numérique au Centre confédéral de la Ligue de l'enseignement et qui travaille beaucoup sur ces sujets et voilà, il nous en parlera. On a également Léo Briand de Vita Science qui va nous présenter cet outil qui est un bel outil accessible à toutes et tous, qui est un outil éducatif qui va nous présenter. Et puis ensuite, on aura Jordan Balsa qui nous présentera un autre outil pour lequel on teste à l'heure actuelle au niveau de la Ligue et qui s'appelle Knowledge et qui permet de créer des contenus de formation. Alors, pour des raisons logistiques, on va laisser Emmanuel, pas Emmanuel du tout, Léo, présenter Vita Science en premier, et puis ensuite on passera à Sébastien, et puis on terminera avec Jordan. Euh, donc, Léo, sans plus tarder, je te laisse la parole. Ça marche, merci beaucoup. Ouais, je voulais m'excuser déjà pour le petit contretemps, parce que je dois récupérer mes enfants un peu plus tôt que prévu ce soir. Donc, merci de me laisser la place, Sébastien et Jordan. Mais du coup, je vais être le plus court possible. Et l'objectif, c'est que vous puissiez me poser des questions quand vous voulez en cours de route. Euh, donc, en gros, Vitation, c'est une plateforme qui permet d'ouvrir le capot, de montrer comment marchent les IA, mais aussi les enjeux qu'il y a autour, aussi bien éthiques, environnementaux, on va le voir. Et je voulais vous présenter ces outils-là que vous pouvez utiliser ensuite lors d'animations, d'ateliers avec des jeunes, ou alors simplement pour vous, pour vos proches ou vous-même, être au courant de tous ces fonctionnements d'IA et de technologies modernes. Donc le mieux, c'est peut-être que je partage l'écran pour vous montrer un petit peu la plateforme et son fonctionnement. Euh, je vais essayer de le faire tout de suite. Hop, voilà. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien l'écran? C'est tout bon. Ok, parfait. Donc en gros, Vitation, c'est un logiciel en ligne sans installation qui fonctionne sur tout support, hein, donc PC, tablette ou smartphone. Et pour y accéder, il faut taper vitations.com dans l'URL. Donc je vous mets le lien direct pour ceux qui veulent suivre les manipulations en même temps que moi. Et ensuite, une fois que vous êtes dessus, vous avez deux onglets principaux, un sur le codage et un sur l'IA. Donc, je le mentionne, mais c'est pas trop le sujet du jour. On a des outils pour le codage qui vous permettent d'aborder tout ce qui est robots, cartes programmables, drones, avec par exemple Arduino ou des robots comme Mbot, qui sont souvent présents dans les classes ou dans les ateliers. Et en fait, sur chacune de ces interfaces, on va pouvoir, donc si j'en prends une au hasard, faire de la programmation soit par bloc visuel pour les petits, donc primaire collège, soit en code textuel pour le lycée. Et avec à chaque fois un simulateur pour voir un petit peu le comportement de la carte en mode virtuel et puis le téléversement vers le matériel si on l'a sous la main. Donc ça permet de faire pas mal de projets. Et on va le voir, il y a aussi un lien avec l'IA puisqu'on va pouvoir interfacer, si vous avez le matériel, encore une fois, une carte ou un robot avec une IA. Mais du coup, je bascule tout de suite sur la partie IA qui nous intéresse un peu plus là dans le cadre de cet atelier où le concept de Vitascience, donc on a 8 applications à date, 3 qui sont des IA génératives, donc la génération de texte, d'image ou la synthèse vocale, et puis 5 qui sont des IA non génératives, donc qui vont plutôt faire de la reconnaissance d'images, de postures, de mains, de sons ou de données de capteurs. Et donc dans les deux cas, en fait, enfin pour les 8 cas d'usage que vous avez sous les yeux, on parle d'intelligence artificielle que vous allez réellement utiliser, donc c'est des vrais IA, mais on a rajouté toute une couche qu'on appelle didactique pour vraiment expliquer comment ça marche et s'en servir ensuite comme outil pédagogique et pas juste une boîte noire comme ChatGPT où on donne un prompt et on récupère un résultat. Donc ces IA, elles sont quand même assez différentes puisque entre une IA de génération de texte qui est très moderne avec des milliards de paramètres, et puis une IA un peu à l'ancienne, entre guillemets, de reconnaissance d'image. On est vraiment sur des objets assez différents, mais c'est quand même considéré, tous ces cas d'usage, comme des intelligences artificielles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer
bah, quels sont les points communs justement, et d'essayer de pouvoir faire des parallèles entre ces différents cas d'usage pour expliquer bah, typiquement que les enjeux de données, de réseaux de neurones, de consommation énergétique, tout ça, c'est des choses qui sont assez communes à ces différents cas d'usage, et aussi les notions de biais, d'hallucination, de véracité, enfin toutes ces choses-là, on les retrouve en fait dans toutes les IA. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on balaye rapidement les différents cas d'usage, et comme ça, vous pouvez voir un petit peu les potentiels de l'outil. Donc, aujourd'hui, les plus utilisés, c'est la génération de texte, la génération d'images et la reconnaissance d'images, donc les trois qui se trouvent ici. Et puis, je vous montrerai les autres aussi, mais qui sont relativement similaires. Donc, la génération de texte, le concept de cette interface-là, ça va être de permettre un échange avec une IA textuelle euh, en comprenant les enjeux et dans un contexte privé, anonymisé, avec différents modèles. Donc, quand on arrive sur l'outil, je vais juste nettoyer. Voilà. Quand on arrive sur l'outil, ça ressemble à ça. Vous avez à gauche, enfin à droite, pardon, le choix des modèles. Donc, vous pouvez prendre par exemple Mistral ou DeepSeek ou ChatGPT. Enfin, il y a différents modèles disponibles qui sont triés par taille. Donc, la taille en fait du réseau de neurones qui est derrière, et également contexte. Et donc, si on prend par exemple Mistral, le modèle français, on va pouvoir poser une question. Donc, par exemple, les fraises sont-elles des fruits? Voilà. Et donc là, on obtient une réponse, oui, les fraises sont des fruits. Et donc, ce qui est intéressant avec VidaScience, c'est qu'au-delà d'avoir juste la réponse qu'on aurait sur Mistral, et ce serait la même réponse, hein, puisqu'on utilise le même modèle, vous avez en fait les mots qui sont colorés. Et donc, vous pouvez ensuite cliquer sur chacun des mots pour voir quelles sont les probabilités que ce mot-là apparaisse, et puis les autres probabilités qui étaient les autres mots qui auraient pu être à la place. Donc ça permet de vraiment bien expliquer comment est-ce que l'IA elle génère son texte, à savoir mot par mot, enfin token par token, et aussi de bien comprendre la notion de probabilité qui est associée à chacun de ces mots. Donc si par exemple on clique sur le deuxième mot ici, on voit qu'on aurait pu avoir une seconde réponse. Donc oui, botaniquement parlant, les fraises sont des fruits, elles sont classées comme des fruits accessoires, car le vrai fruit de la plante est en fait les petits akènes. Voilà, bref. Euh, et du coup, en fait, ce genre d'outil va permettre de bien comprendre comment fonctionne une IA et d'expliquer pas mal de concepts, on va le voir juste après, autour, comme les hallucinations et les biais. Donc ça, c'est vraiment la partie, entre guillemets, de haut niveau, la partie émergée de l'iceberg, où on va poser des questions, obtenir des réponses et voir les probabilités. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en sert dans la pratique? Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des exemples de phrases que vous allez pouvoir préparer à l'avance et qui vont vous permettre de montrer des choses assez intéressantes, comme par exemple donc des hallucinations, c'est-à-dire quand on voit qu'en fait, il y a plusieurs possibilités, donc comme ici entre fraise ou framboise, et que du coup, parfois l'information elle est carrément fausse. Donc là, par exemple, si on clique sur fruits, on aurait très bien pu avoir légumes. Donc là, on l'a pas en l'occurrence, mais et donc du coup, ça aurait montré qu'en fait, statistiquement parlant, on pourrait avoir la phrase, elle aurait marché aussi avec les fraises sont des légumes, statistiquement parlant. Et du coup, ça correspond à une information qui est fausse au niveau factuel, mais qui est statistiquement possible. Et donc c'est ça justement le mécanisme qui est à la base des hallucinations qu'on va pouvoir montrer grâce à ce logiciel. Et aussi, on peut montrer la notion de biais. Donc je vous montre juste un petit exemple avec, si on pose une question toute bête comme quelle est ta couleur préférée? Euh, En posant ce genre de questions, on voit que l'IA, là, par exemple, elle me répond ma couleur préférée est bleue. Donc, bien sûr, l'IA, elle a pas vraiment une couleur préférée, mais du coup, on peut avoir toute une logique de discussion avec les élèves de pourquoi est-ce que l'IA, elle nous a répondu bleu à 69% et vert à 5%. Voilà. Et en fait, ça correspond aux données d'entraînement de l'IA, et donc c'est différent pour chacun des modèles. Et donc ça permet de montrer en fait la notion de biais où l'IA en fait elle n'est que le reflet de ces données d'entraînement. Et donc là, c'est sur un exemple assez bénin autour des couleurs, mais on peut faire la même chose sur les partis politiques ou les religions ou les couleurs de peau, ainsi de suite. Et donc ça permet d'expliquer en fait les logiques de biais, d'hallucination et de rapport à la vérité. Donc, en plus de ces éléments de couleurs et de tokens qui sont déjà assez riches pédagogiquement, vous avez la consommation en CO2. Donc là, typiquement, notre petite discussion, elle a consommé 0,4 grammes de CO2, ce qui est pas beaucoup, mais sur des grosses discussions, ça peut vite grimper. Et notamment quand on utilise des modèles un peu plus gros, là, j'ai pris un modèle qui est tout petit. Et puis, vous avez des équivalences. Donc, par exemple, ça équivaut à 100 mètres de métro. Mais voilà, ça vous donne des équivalences avec des choses de la vie réelle.
Et enfin, on a rajouté assez récemment quelque chose que j'apprécie bien qui s'appelle le mode pas à pas, qui vous permet de vraiment bien rentrer dans la logique de création de la réponse. Donc quand vous activez ce mode-là, vous pouvez poser une question, par exemple: «Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu?» Là, vous avez une petite explication sur le calcul des probabilités et ensuite, vous allez avoir ici la liste des mots les plus probables qui apparaissent et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait varier le taux d'aléatoire, on comprend bien, en fait, la logique de sélection des tokens. Donc quand on a un taux d'aléatoire très faible, en fait, ça prend toujours le premier token et quand on a un taux d'aléatoire très élevé, on voit que ça met quasiment toutes les probabilités au même niveau et du coup, le modèle s'autorise à prendre n'importe laquelle des mots. Et donc on peut bien comprendre en fait que, selon le réglage de l'aléatoire, le modèle, il va soit nous donner, quelque chose d'assez prévisible et de déterministe, soit quelque chose de beaucoup plus, créatif, mais potentiellement, erroné. Et ça permet vraiment de bien comprendre et donc ensuite on génère un mot, on voit qu'on fait un tirage aléatoire dans la liste, et ensuite donc ça rajoute ce mot-là et puis ensuite on passe au token suivant avec à nouveau des probabilités et donc au fur et à mesure, si on répète l'opération, plusieurs fois, on va se retrouver avec une phrase, qui est, plus ou moins, voilà, qui est plus ou moins correcte. Voilà. Donc vous avez en fait une petite démo ici donc de ce que ça peut donner en termes de génération mot par mot, donc c'est le fameux mode pas à pas. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie, textuelle? Je pense que vous avez bien compris l'objectif, hein, qui est de vraiment expliquer comment marchent les IA, de génération de texte et elles fonctionnent toutes de la même façon, hein, avec cette logique vraiment de token par token avec des probabilités en fonction de ce qu'on a donné en instruction. Ou pas de questions pour le moment? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, bah vas-y. À lever la main, j'allais dire, mais Jordan a dégainé le premier. Vas-y, Jordan. Ouais, merci Léo. Ouais, la question que je me pose, enfin, j'essaie de me mettre à la place d'un collégien ou d'un élève. C'est intéressant ce que tu dis sur les biais, parce que on a cette représentation que IA égale robot et donc qui égale logique purement rationnelle. Et donc l'idée d'avoir des biais quand on a un cerveau de robot, elle est un peu incompatible dans l'imaginaire Oui. de ce que c'est l'IA. Et je trouve ça du coup intéressant. Et j'aimerais savoir ben, qu'est-ce que ça peut faire comme réaction ou qu'est-ce que les gens ont à en dire. Enfin, tu vois, si tu as des partages. En tout cas, voilà, le mot, je trouve fort et à la fois hyper, comme tu l'as expliqué, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça fait Oui, de ramener un peu de l'humain dans l'IA, quoi. exactement, ouais. Enfin, moi, ma vision vraiment des choses, c'est que les gens ont l'impression que les IA sont un peu omniscientes et que c'est un peu comme si on s'adressait à un dieu ou à un oracle qui a le savoir un peu complet, notamment pour un collégien qui a forcément moins de connaissances que les IA modernes. Et notre objectif, c'est vraiment de montrer en fait que finalement, une IA, c'est un robot qui a ingurgité une quantité astronomique de données et qui est capable de les régurgiter dans un format qu'on arrive à lire facilement, mais que finalement, on peut lui faire dire un peu n'importe quoi en lui mettant des données d'entraînement voilà, qui sont pas forcément, enfin, qui sont le reflet de nos biais et parfois même des fausses informations. Et du coup, que c'est super important de faire cette éducation, mais c'est presque de l'éducation aux médias, quoi. Et que, en fait, la logique derrière, c'est que, enfin, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire réaliser que de un, c'est pas de la magie, c'est vraiment des maths, et que de deux, c'est forcément biaisé et qu'il y a forcément des hallucinations, donc il faut développer un esprit critique, et on peut pas juste poser notre cerveau et dire ChatGPT va réfléchir à notre place pour toute notre vie, et d'où, enfin, ça légitime ensuite, bah, pourquoi est-ce qu'on apprend des trucs à l'école, quoi. Enfin, c'est un peu le cheminement logique qu'on essaie de créer avec Vita Science. Et ça, je pense que ça peut s'adresser aussi bien à des élèves, enfin à des enfants assez petits, quoi, dès la fin du primaire. Enfin, je pense qu'il faut qu'ils maîtrisent bien la lecture, quoi, mais on va dire à partir de 7 8 ans, jusqu'à la fin du lycée, voire même des jeunes adultes, quoi. Parce que cette question, elle est un peu brûlante, je pense, de savoir finalement les IA, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire, comment ça va évoluer, et qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne et qu'est-ce qu'il faut qu'on délègue à la machine, en fait, finalement. Et là, en comprenant un peu le fonctionnement, ça donne un peu quelques éléments de réponse, je pense, sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Sébastien, je vois. Tu lèves la main.
Ouais, vous m'entendez? Oui, je Ouais, pense. super bien. Ouais, plus une remarque qu'une question, mais déjà pour dire que l'outil est génial et qu'à chaque fois que je l'utilise, ça permet vraiment de vulgariser le fonctionnement des IA et c'est vraiment, enfin c'est magnifique comme outil de base et pour aider à la compréhension, c'est vraiment génial. Et quelque chose que j'aime bien faire, c'est quand on clique effectivement sur un mot. Alors du coup, un token, c'est que ça permet en fait de voir que l'IA réfléchit pas forcément avec des mots en entier, mais avec des bouts de mots qui sont des tokens qui représentent généralement un demi-mot ou 0,75%, je crois, un truc comme ça en moyenne sur les mots en anglais. Et qu'on voit que ces tokens, ils ont des identifiants. Donc au final, on a des identifiants qui sont des chiffres qui permettent de réfléchir avec des pourcentages de probabilité d'arriver statistiquement les uns après les autres. Et qu'au final, devant les yeux, on a un texte qui est parfaitement bien écrit, mais que derrière, c'est que des chiffres qui discutent entre eux, quoi, un petit peu cet Oui, aspect-là. oui. Bah oui, c'est vrai que quand on masque, en fait, on voit vraiment un texte qui a l'air assez naturel, mais quand on monte les tokens, en fait, on voit ces découpages. Et on a même rajouté un mode token ID où là, on voit vraiment ce que la machine, elle voit, à savoir des numéros qui correspondent à des bouts de mots. Et donc, typiquement, 2309, ça correspond à manière. Voilà. Mais la machine, elle voit pas manière, elle voit 2309, en fait. Et après, pour information, on a prévu de rajouter prochainement un nouveau module qui permettra de voir ce qu'on appelle la vectorisation de chacun de ces mots. Donc en fait, chaque token, enfin pour expliquer un petit peu plus loin, en fait, chaque token a un numéro et ce numéro, il est représenté par la machine dans un espace vectoriel. Donc en gros, chat et chien, par exemple, ça va être relativement proche. Roi et reine, pareil. Voilà. Vous avez peut-être déjà vu des représentations comme ça dans des articles de vulgarisation scientifique. Et là, l'objectif, ce serait d'arriver à montrer justement comment est-ce que les mots d'une phrase qu'on génère sont répartis dans l'espace vectoriel en le mettant en deux ou trois dimensions pour que ça reste compréhensible par des humains, parce que sinon, personne n'arrive à se représenter. Je crois qu'il y a 1000 dimensions là sur les modèles d'IA récents, personne n'arrive à comprendre ce que ça veut dire 1000 dimensions, mais au moins là qu'on arrive à comprendre un petit peu. Et du coup, qu'on voit que typiquement, certains mots comme machine et peut-être électronique, voilà, sont pas si éloignés que ça. Mais qu'à voilà, essayer de comprendre un petit peu la logique de comment est-ce que la machine elle se représente les mots elle-même. Voilà, pour vous dire ça, ça devrait arriver sur Vita Science d'ici 3 4 mois, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Ok. Du coup, je continue sur le deuxième outil qui est plutôt sur la génération d'images. Donc, le concept est un peu le même. En fait, on va pouvoir sélectionner un modèle. Donc, pour l'instant, on en a mis trois, mais on va en rajouter d'autres. Et ensuite, quand on a sélectionné un modèle, on peut choisir la taille de l'image et puis éventuellement un style. Et ensuite, on va taper un prompt. Et donc là, j'ai mis une forêt luxuriante avec une cabane en bois et une rivière, style réaliste. Et donc, quand on clique sur générer, en fait, on obtient notre image. Donc ça, c'est la cabane en bois que j'ai demandé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi les étapes. Donc, comment est-ce qu'on passe de pixels complètement aléatoires à notre fameuse image finale par étapes successives. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a une vidéo en fait ici explicative qui a été faite par Science Étonnante qui montre vraiment le mécanisme derrière, comment est-ce que ça marche. Donc c'est assez intéressant pour comprendre d'une part le fonctionnement et le fait que c'est assez statistiquement basé sur, enfin un peu comme pour le texte, hein, basé sur des relations statistiques au niveau de nos images. Et aussi que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc là, pareil, 1,4 g de CO2 pour cette image-là, mais potentiellement beaucoup plus pour des gros modèles. Et vous avez aussi donc les images créées par la communauté en dessous avec les prompts associés dans quand vous cliquez sur l'image. Euh, donc voilà, pas mal de choses intéressantes à aller creuser là-dessus, je pense. Euh, pour information, il y a un truc assez rigolo qui s'appelle le mode défi. Donc chaque semaine, vous avez une image. Là, cette semaine, c'est cette image-là. On donne pas le prompt et vous devez justement essayer de générer une image la plus proche possible et on vous donne un score. Donc si vous arrivez à retrouver exactement le même prompt, vous avez 100%, mais sinon vous avez un pourcentage en fait correspondant à la proximité de votre image avec l'image officielle, entre guillemets. Donc ça peut être assez rigolo pour travailler l'expression écrite et la capacité à rédiger des bons prompts. Et puis c'est assez ludique. Donc ça c'est pour la génération d'images. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Non, pas spécialement. Un cas d'usage qu'on voit pas mal, je le précise, c'est la génération de petits personnages ou d'arrière-plan pour ensuite faire des petits jeux vidéo. Donc pour ça, on a fait un lien en un clic. Donc Adacraft, c'est notre version de Scratch. Et du coup, quand vous cliquez là-dessus, en fait, ça vous permet d'utiliser directement l'image que vous avez créée, soit comme sprite, donc comme objet, soit comme arrière-plan dans votre logiciel de codage ensuite. Donc si je vous fais le test là, hein, voilà, je vais prendre ma maison et je vais la mettre dans mon logiciel de codage et du coup on se retrouve tout de suite avec notre petit robot en l'occurrence qui est dans la maison et on peut lui faire ensuite un petit programme par bloc. Donc là c'est la première partie de Vitascience qui est plus sur le codage que vous connaissez probablement avec Scratch tout ça. Mais c'est assez intéressant de pouvoir faire cette passerelle. Donc vous pouvez créer par exemple des petits personnages que vous allez pouvoir animer ensuite très facilement dans vos programmes. Donc ça c'est pour la génération d'images. Ensuite, on a rajouté très récemment la synthèse vocale. Donc là, c'est pour explorer la notion de génération de voix. Donc on va pouvoir taper un texte et obtenir ensuite un vocal, un audio, avec bien sûr différentes voix. Et on peut faire des dialogues avec plusieurs locuteurs. Puis on a la consommation aussi. Donc c'est assez intéressant comme outil. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'explications sur le fonctionnement, mais on peut quand même voir les phonèmes. Donc on peut montrer ou masquer les phonèmes qui correspondent à l'alphabet phonétique sur les mots. Donc pour voir un peu comment est-ce que l'IA elle se représente les sons correspondant aux mots. Donc ça, c'est nos 3 IA génératives. Et dans les 3 cas, en fait, on utilise une IA préexistante et on vient juste rajouter un peu une couche d'explication autour. Et puis bien sûr, les enjeux aussi de consommation énergétique. Mais on va pas réentraîner une nouvelle IA, on va plutôt prendre une IA sur étagère parmi une sélection d'IA préentraînées. La raison, c'est que ça coûte super cher à entraîner une IA. Et du coup, on va plutôt prendre quelque chose sur étagère et essayer d'expliquer comment ça marche que de réentraîner soi-même une IA. Voilà. Par contre, pour les 5 qui sont en dessous, on est sur des technologies qui sont un peu plus anciennes. Et du coup, on est capable de réentraîner l'IA. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de créer sa propre IA, faire ce qu'on appelle un fine-tuning. Donc, on se base sur une IA préexistante et on vient la personnaliser un petit peu pour reconnaître soit des images, des postures, des mains, des sons ou des données de capteurs. Donc, dans les 5 cas, la donnée d'entrée, elle est légèrement différente, mais l'objectif, c'est le même, c'est de faire de la classification. Donc, le plus utilisé de loin, c'est la reconnaissance d'images, parce que c'est le plus facile à mettre en œuvre. Donc, en fait, le concept, c'est que vous allez pouvoir créer des catégories. Donc, on peut en mettre autant qu'on veut. Là, j'en ai mis 2, par exemple, donc haut et bas. Et ensuite, on va pouvoir prendre des images, donc soit avec sa webcam. Bon, là, ma webcam, elle est prise par Teams. Attendez, je vais juste la couper sur Teams, voilà. Donc, soit des images qui viennent de la caméra. Donc là, par exemple, je peux rajouter une image comme ça, voilà. Soit des images que vous allez pouvoir prendre directement de votre ordinateur ou de jeux de données que nous, on a fournis avec, par exemple, des images de chats, de chiens ou d'éléments comme des couleurs ou des objets ou des panneaux de signalisation. Enfin, voilà, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Et en fait, une fois que vous avez créé vos jeux de données d'entraînement avec les catégories, vous allez pouvoir entraîner le modèle. Et donc là, en fait, ça va entraîner une IA à reconnaître les images que vous avez mis. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prend vraiment pas longtemps et que c'est complètement local. Donc, c'est complètement compatible avec tout ce qui est RGPD, tout ça, parce qu'il n'y a pas de serveur, en fait, utilisé là-dessus. Et ensuite, on se retrouve avec un modèle d'IA. Donc là, celui-là, il prédit si j'ai le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas. Et vous voyez que ça marche plutôt bien, là. Donc, ça met 100% quand il y a écrit pouce haut et 100% vers le bas quand je mets le pouce en bas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de créer une IA soi-même, en fait, à partir de ses propres données. Et ensuite, on peut s'amuser à comprendre un peu comment ça marche. Donc, on peut voir la zone d'influence. Donc, c'est la zone de l'image qui a le plus d'impact. Et parfois, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on pense. Donc là, par exemple, on voit que j'ai le pouce vers le bas, mais l'IA, elle dit quand même que c'est haut. Et c'est parce qu'en fait, elle se base plutôt sur mon front que sur mon pouce. Donc là, on voit qu'elle est mal entraînée, l'IA. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais. De la même façon, vous avez peut-être vu dans les jeux de données, il y a un jeu où il y a par exemple que des femmes aux cheveux longs et que des hommes aux cheveux courts. Et du coup, une femme aux cheveux courts sera reconnue comme un homme par ce modèle-là, si vous l'entraînez. Donc c'est assez intéressant de montrer ce genre de choses. On peut mettre en avant pas mal de choses à ce niveau-là. Et ensuite, on peut donc visualiser le réseau de neurones pour essayer d'expliquer comment ça marche. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est qu'on va pouvoir visualiser tous les neurones qui permettent de passer justement de cette image à cette prédiction au bas. Et donc pour ça, il y a tout un ensemble d'étapes, ce qu'on appelle les couches du réseau. Et en fait, on voit ici donc à gauche notre image initiale et à droite la prédiction. Donc là, la prédiction c'est plutôt haut à 91%. Et en fait, on voit au milieu donc tout un ensemble de transformations sur notre image
avec des petits liens que vous pouvez voir entre les couches. Et on peut s'amuser d'ailleurs à cliquer sur chacun de ces liens pour voir quel calcul a été fait pour passer d'une couche à la suivante. Et l'objectif, c'est pas de tout comprendre, hein, mais c'est vraiment d'expliquer qu'il y a beaucoup de calculs mathématiques qui sont faits et de voir en fait pourquoi est-ce que ça consomme autant d'énergie. C'est justement parce qu'il y a tous ces calculs qui sont faits à chaque prédiction. Et donc ça, c'est pour la reconnaissance d'image. Et on a la même chose pour la posture, les mains, le son et les données de capteur. Donc, dans le cadre de la posture, en fait, on crée des catégories et ensuite on a des photos avec une petite ligne qui se met automatiquement sur les segments. Donc, vous pouvez voir ici, ça se met automatiquement sur les yeux, les mains, les bras. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup moins sensible aux variations de vêtements, de couleur de peau ou d'arrière-plan. Donc, c'est une IA qui est spécialement entraînée pour les postures. Celle-ci, c'est la même, mais pour les mains. Donc, elle reconnaît en fait la position des mains. Donc vous voyez en fait quand je mets ma main, ça met des petits segments directement dessus et ça vous permet de facilement reconnaître quel, voilà, quel mot par exemple en alphabet langue des signes vous êtes en train de faire. Pour les sons, c'est la même chose sauf que la donnée d'entrée c'est un son, donc un petit extrait sonore au lieu d'être une image. Donc vous pouvez faire un mini Shazam qui reconnaît des musiques ou un mini Alexa qui reconnaît un mot particulier qui va se réveiller quand vous lui dites un mot. Et enfin, la reconnaissance de données de capteurs, là, c'est si vous branchez une carte programmable, par exemple une carte microbit ou Arduino, vous allez pouvoir ensuite récupérer des données. Donc là, par exemple, une donnée d'accélération. Et ces données-là, vous pouvez les catégoriser pour dire ensuite, ben là, la personne, elle est plutôt en train de courir ou elle est plutôt au repos. Ou alors faire un électrocardiogramme et voir si la personne, elle est en défibrillation ou en fibrillation ou non. Enfin voilà, il y a plusieurs cas d'usage possibles. Mais du coup, l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez réentraîner votre propre IA à reconnaître des choses et vraiment comprendre comment ça marche avec le réseau de neurones et faire le lien finalement entre ces 8 cas d'usage qui sont donc 8 cas d'usage d'IA différents, mais à chaque fois, on essaie d'expliquer vraiment comment ça marche et les points communs entre tout ça. Est-ce que vous avez des questions? J'ai essayé d'être un peu rapide sur l'ensemble. Merci Léo. Alors juste expliquer à tout le monde que alors d'une part cet outil il est accessible. Bah, d'ailleurs si tu veux expliquer comment vous fonctionnez, comment Vitascience fonctionne et le fait que effectivement tout ce que tu as montré là c'est assez accessible. Mais si tu veux nous dire en 2 mots comment vous fonctionnez et Ouais. Bah, en fait, nous, on a un modèle économique freemium. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie du site qui est gratuit. Donc tout ce que j'ai montré aujourd'hui là, c'est accessible gratuitement. Et ensuite, ceux qui payent, ils peuvent avoir accès à des modèles d'IA plus avancés pour faire donc des travaux qui requièrent un peu plus de pertinence d'un point de vue IA. Et aussi au RAG, donc la possibilité de rajouter des sources pour se baser sur les documents sources quand on veut vraiment s'en servir comme outil de travail. Et également, il y a un outil, je ne l'ai pas montré, mais qui permet de suivre la progression des élèves ou des enfants, enfin des apprenants, quoi. Et cet outil-là, donc, il est aussi payant. Donc, en gros, si on veut s'en servir juste pour montrer, par exemple, comment ça marche, on peut tout à fait rester sur la version gratuite. Et si on veut s'en servir vraiment comme outil au jour le jour, en termes de pertinence d'IA et en termes de suivi d'élèves, il vaut mieux passer sur la version payante, qui est ensuite à 12,50 € par mois, par et enseignant. vous avez des webinaires régulièrement pour présenter les Oui, fonctionnalités, etc. oui, c'est ça. On a une chaîne YouTube, je peux mettre le lien dans le chat, sur Ouais. laquelle on fait très régulièrement des webinaires. Et l'objectif ensuite, c'est enfin, d'être assez réactif parce que, enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais on a à peu près 500 000 utilisateurs annuels, donc c'est assez massif en termes de volume d'usagers. Ça représente 10% des élèves de collège et lycée en France. Et en fait, derrière cette communauté d'utilisateurs, elle nous fait énormément de retours et on évolue grâce à ça en fait derrière dans notre roadmap de développement produit. Donc en tout cas, n'hésitez pas à utiliser, même si vous ne payez pas la licence premium, franchement, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et si jamais vous vous en servez vraiment beaucoup, ça peut valoir le coup de prendre la licence, ou alors de nous donner des retours sur l'usage et les idées d'amélioration. Nous, on est vraiment preneurs. Merci beaucoup. En résumé, c'est vraiment un outil qui a pas son équivalent en France, en tout cas, et du coup qui est vraiment, d'un point de vue éducatif, super pertinent, super intéressant, avec plein de possibilités. Là, c'est bien sûr, c'est une présentation un peu
au pas de charge parce que et c'est le but en fait de ces webinaires, hein, c'est de vous donner à voir, de donner envie et ensuite bah, vous d'aller approfondir. Et encore une fois, il y a tout ce qu'il faut pour approfondir, que ce soit sur la chaîne YouTube, les différents webinaires, etc. Donc, n'hésitez pas à vous servir de tout ça. Et puis là, on va basculer sur une présentation de Sébastien qui aurait eu plus de pertinence en amont, mais voilà, on a fait la bascule. Ça va empêcher à personne de comprendre, in fine, le sujet. Mais voilà, ça va permettre de créer des liens entre tout ça. En tout Ok, cas, bah merci désolé d'avoir beaucoup, chamboulé Léo. Si vous... l'organisation. Et je vous ai Pas de mis aussi souci. le lien de la newsletter. Si vous voulez vous abonner, on envoie un mail par mois. Donc on spamme pas trop. Et ça vous permet d'avoir toutes les actus en termes de développement de nouvelles fonctionnalités, d'événements, tout ça. Et de webinaires. Avant que Léo ne parte, est-ce qu'il y a des questions, une ou deux questions? C'est le moment. Et puis sinon, on va remercier Léo pour sa disponibilité et puis pour la qualité de l'outil qui met à disposition. Non? Bon, bah Léo, tu peux aller chercher tes, Ça marche. tes Bah, enfants je reste tranquille. connecté en vocal. Donc s'il y a des questions après, n'hésitez pas. J'écoute la présentation de Sébastien et de Jordan. Cool. À plus. Merci, à bientôt. Ciao. Salut. Bon, du coup, Sébastien, je te laisse euh, bah, rebondir sur ta présentation qui aurait dû être en intro, mais je connais tes qualités pour t'adapter à ce genre de situation. Ah, on t'entend pas, je crois, ou en tout cas, moi, je t'entends pas. Ah, là, ça a l'air bon. Là, Et maintenant, là, c'est bon. là, c'est Vas-y. bon. Ok. Ouais, là, Ouais. c'est bon. Ok. Nickel. C'est tout Bon, bon. pas le bon driver, je pense. Une histoire comme ça. Ouais, bah oui, après l'ordre, je pense pas que peut-être c'était plus cohérent parce que je fais un truc un peu plus global peut-être sur les IA et après avec Léo, on rentrait dans une utilisation très Outillage. concrète et effectivement, enfin, du coup, les outils de Léo, alors là, c'est vrai qu'il les a un peu présentés au pas de course, mais ils sont vraiment géniaux, quoi. C'est quand on se les approprie un petit peu pour mener des ateliers, pour vulgariser un petit peu le fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une mine d'or. Ils sont vraiment super. Et Donc, juste pour tous les participants, n'hésitez pas à activer votre caméra, ceux qui peuvent, c'est plus agréable pour quand on présente et c'est savoir si on est bien. C'est toujours mieux d'avoir un peu des réactions en live, savoir si on est bien calé, si on a toujours des gens en face de nous ou pas. Donc ceux qui peuvent et qui veulent activer leur caméra, n'hésitez pas, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, Sébastien, je te laisse la parole. c'est clair, merci. Du coup, moi, je vais vous présenter plusieurs petits outils que vous allez pouvoir retrouver sur ce lien ici, qui s'appelle numeduc.org. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, hein, c'est un petit peu mon bac à sable, c'est-à-dire c'est l'endroit où je mets les parcours pédagogiques et les outils que je crée autour des questions numériques. Hein, moi, je travaille du coup au pôle numérique du Centre confédéral, donc avec Julien, spécifiquement en tant que chargé de mission développement pédagogique. Donc, mon boulot, c'est de créer soit des parcours pédagogiques, soit des outils qui puissent être utilisés dans des ateliers, dans les fédérations. Et du coup, je travaille régulièrement avec tous les gens qui sont dans les fédérations à l'amélioration, la conceptualisation des outils. Et puis, on essaie de trouver à chaque fois qu'il y a un besoin de créer un nouvel outil. Et puis, quand il y en a qui existent déjà, et ben, on les diffuse un peu comme avec ceux de VitaScience. Donc là, si vous allez sur numeduc.org, bah, pareil, je vais partager mon écran. Ouais, attends, il faut que je partage peut-être juste ça. Une seconde. Je
Je l'ai préparé. Il ne va pas me sortir ça. Hop. Partager. OK. OK, je pense que c'est bon. Vous devez voir la fenêtre numeduc.org. Julien, tu confirmes? Ouais, c'est tout bon. OK, impeccable. Alors, je vais la réduire un peu comme ça. Ça me permet aussi de suivre. Juste en 3 mots, hein, là je vous montre numeduc.org, mais c'est vraiment, ça va pas être le sujet, mais ça permet parfois d'aller sur d'autres outils. Sur numeduc.org, en fait, comme je disais, hein, c'est un peu mon bac à sable. Il y a plusieurs outils. Webrunner, c'est parcours pédagogique, parents, enfants, éducateurs, enfants autour des usages numériques. Carnaval mental, un parcours pédagogique sur l'esprit critique, dans lequel il y a une petite partie autour de l'intelligence artificielle, hein, dans le laboratoire des technologies persuasives, et comment on voit un petit peu comment les algorithmes peuvent, avec des cartes personnages qui représentent allégoriquement des mécanismes à l'œuvre dans l'économie de l'attention, un petit peu comment les algorithmes peuvent orienter des opinions ou des comportements, notamment sur les réseaux sociaux. Les veilleurs de l'info, c'est plus un outil autour de l'éducation aux médias et à l'information, comprendre comment l'information se construit et comment on la reçoit, comment on la partage, comment on la crée. La fleur de l'IA, donc c'est l'outil sur lequel on va aller. Il y a un autre outil sur l'éducation aux médias et à l'information ici, un autre outil sur l'esprit critique là. En tout cas, n'hésitez pas à vous balader un peu dessus. Il y a pas mal d'outils pour animer des séquences pédagogiques qui sont disponibles ici. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est la fleur de l'IA. Hop, je clique sur accéder ici. On voit cette espèce de grande map mine là que j'appelle la fleur de l'IA. Sur laquelle on va pouvoir entrer un petit peu de plusieurs manières. On voit en bas qu'il y a 5 boutons, et du coup, ça va être un petit peu les différentes manières d'entrer dans cet outil-là. À la base, il a été un petit peu pensé pour décrypter le fonctionnement de l'IA, mais plutôt en mode présentation. Donc ça, c'est la première fonction, hein, c'est l'outil de présentation. Donc là, tous les outils qui sont sur numeduc.org, hein, ils sont accessibles, vous pouvez vous connecter, vous pouvez les télécharger, les utiliser, il n'y a pas de souci, c'est en licence, c'est marqué ici, CC by NCSA. Donc vous pouvez les utiliser, les modifier en citant la source, voilà, c'est un peu l'idée. Donc là, la présentation ici, donc si je clique sur l'onglet présentation, hop, on va voir, il y a une présentation avec notes, sans notes et une notice d'utilisation. En fait, c'est un petit peu un format, c'est une présentation, alors pas comme un PowerPoint, même si c'est plutôt comme un outil type Prezi. Je ne sais pas si vous connaissez Prezi, hein, qui fait des formations animées. Et là, c'est une version libre et gratuite de Prezi qui s'appelle Sozi. Et quand on utilise Sozi, du coup, on peut se balader dans la présentation en utilisant les flèches du clavier, comme je le fais là. Et en fait, quand on se connecte avec la version avec notes, on va avoir accès, à chaque fois qu'on va se balader dans la présentation, hop, je vous montre ça tout de suite, avec notes, on va avoir, ah mince, hop, il faut que je débloque les pop-up. Je vous montre ça. Quand on se déplace avec la version avec notes, à chaque fois qu'on va changer de slide, on va avoir ici un texte qui va accompagner la présentation. Donc ça peut être utilisé pour faire une présentation sur les intelligences artificielles, mais ça peut aussi être utilisé comme outil d'auto-formation. On a combien de slides? On a un total de 67 slides, et à chaque fois, sur chacune des slides, il y a un petit topo qui explique ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi c'est important dans le fonctionnement des intelligences artificielles. Donc là, on peut se balader dans les slides aussi. Là, je clique sur la molette de la souris et on peut se balader en allant directement sur les slides qui nous intéressent. Par exemple, le bloc violet, les enjeux autour de l'intelligence artificielle. Très rapidement, je vais faire le tour des différents blocs qu'on a. Hein.
On a ici un bloc rouge qui est l'IA au fil du temps. Donc, l'idée, c'est de voir d'où ça vient depuis 1950 jusqu'à, là, ça s'est arrêté. J'ai arrêté le truc en 2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Voilà, pour l'instant, ça s'arrête ici, mais essayer de voir l'évolution de l'intelligence artificielle au fil du temps avec plein de petites anecdotes. Ensuite, on a un blog, c'est de quoi parle-t-on? Essayer de comprendre la conceptualisation, les IA fortes, les IA générales, les IA faibles et étroites, qui sont généralement les IA qu'on utilise pour l'instant, comparer les capacités, comparer avec l'intelligence humaine, etc. C'est un petit peu l'idée de ce bloc-là. Le bloc vert ici, qui est l'IA au quotidien. Alors, à chaque fois qu'on va se balader sur les slides, on va avoir soit des explications. À chaque fois, alors je vous ai peut-être pas montré ça, on a à chaque fois un petit récap en 3 bullet points, en 3-4 points pour dire très rapidement de quoi il s'agit. Et après, si on veut aller dans le détail, on peut lire. Il y a des propositions de débat, il y a des propositions d'animation d'atelier, des choses comme ça. Celui-ci, l'IA au quotidien, il vient un petit peu répondre souvent à un commentaire qu'on entend peut-être un petit peu moins, mais à une époque, au début de l'IA, de dire « Ah, moi, l'IA, jamais je l'utiliserai, jamais je m'y mettrai ». En fait, ce qui est l'IA au quotidien vient nous montrer en fait comment l'IA est déjà présente dans nos usages quotidiens et complètement ancrée. En gros, à partir du moment où on utilise un smartphone, il y a dans les applications qui sont derrière, il y a des logiques de fonctionnement, des algorithmes de recommandation qui sont poussés par l'intelligence artificielle, qui fonctionnent sur l'intelligence artificielle. Donc là, il y a une petite journée type. À 8h, on regarde son fil Facebook. À 8h30, on demande la météo à Siri. À 10h, on va sur Shazam. À 9h, on va sur l'application Deezer. À 14h, YouTube et les systèmes de recommandation. À midi, Instagram qui peut reconnaître les visages. À 17h, on va chez Monoprix et puis il reconnaît automatiquement si c'est des pommes ou des bananes qu'on met dans le truc. À 16h, on demande à DeepL une traduction, c'est l'IA. On va à 19h sur Amazon pour passer sa commande, les recommandations, c'est l'IA. Duolingo, c'est l'IA, etc. Donc, ça permet un petit peu de voir et puis dans quel secteur également c'est déjà ancré. Ça, c'est l'IA au quotidien. Et ensuite, on a une partie qui nous permet d'aller un peu plus profondément dans le fonctionnement de l'IA. Hop, c'est le bloc bleu ici, au cœur de l'IA. Donc, on part des données, on voit comment fonctionnent les systèmes experts, les algorithmes, l'apprentissage automatique, les types d'apprentissage, supervisé, non supervisé par renforcement, et l'apprentissage profond. C'est une partie quand même beaucoup plus technique, peut-être pas commencer par celle-ci. Et la fleur finit par une partie sur les enjeux et les limites de l'intelligence artificielle. On a vu tout à l'heure quand Léo a présenté la boîte noire, donc les explicabilité à transparence, les biais et discriminations, Léo en a parlé aussi, la gestion des données, le problème de respect du RGPD ou des choses comme ça, l'impact écologique, les questionnements sur le travail, la manipulation et les désinformations, les fake news, les faux sites, l'influence politique, etc. La question des droits d'auteur, et puis tout ce qui est légiféré par l'IA Act, l'interdiction des manipulations cognitives comportementales, même si on en trouve déjà, tout ce qui est scoring social. Il y a pas mal de trucs autour de la CAF sur ça, et puis l'identification biométrique en temps réel qui a été mis en place notamment pendant les JO et qui a été demandé de prolonger après les expérimentations. Donc ça, c'est le premier bloc. Je vais accélérer un petit peu parce que je pense que sinon je ne vais pas avoir le temps de tout présenter. Mais ça c'est le premier bloc. On a tout un petit peu en mode présentation. Ici, on a un catalogue d'outils. Alors, dans le catalogue d'outils, c'est quelque chose qui m'a été quand même pas mal demandé quand j'allais dans les fédérations de la Ligue, d'avoir des endroits où on peut retrouver un petit peu tous les outils autour de l'intelligence artificielle. Donc, ici, il y a à la fois des outils, mais il y a aussi des ressources, des articles, des choses comme ça, des outils pédagogiques. Donc, au total, il y a quand même, dans le catalogue, il y a 200 références.
donc des assistants d'IA et de chatbot pour discuter, voilà, des choses pour comparer l'impact environnemental, des choses qui sont sur la détection de texte en IA, des contenus multimédia pour générer des images, des vidéos, de la musique, cloner des voix, mais il y a évidemment les outils de VitaScience qui sont dedans, génération et édition de vidéos ou de jeux vidéo, des outils bureautiques, voilà, autour du PDF, des PDF, de la reconnaissance de caractères, transcription de réunions ou des choses comme ça, des ressources pédagogiques. Donc là, évidemment, on va retrouver VitaScience, ClassCode aussi, et aussi plein d'autres outils pédagogiques qu'on peut utiliser sur des séquences. Et puis après, là, défi impact et enjeu. Donc là, on va retrouver tout ce qu'il y avait dans la partie enjeu tout à l'heure, mais documenté avec des articles qui vont permettre d'appuyer tout ça. Un point sur la régularisation et recommandation, donc tout ce qui va être charte, comment on peut réglementer l'IA dans ces structures, et puis des ressources complémentaires ici. Ça, c'est le deuxième onglet. Donc 200 ressources, je vous laisse vous balader dedans. Il y a vraiment énormément de choses. Là, j'ai pas le temps en une demi-heure de présenter ça, d'aller au fond. Ensuite, on a un jeu de mime, alors lui qui va permettre, je le présente peut-être en dernier parce que le jeu, non, je vais le présenter maintenant. Le jeu de mime, c'est quelque chose peut-être qui va être un peu plus technique, mais du coup, l'idée, ça va être de ce jeu, ça va être de comprendre le fonctionnement de l'apprentissage de l'IA par essai et erreur. Alors du coup, c'est un peu ce qu'on appelle le jeu de mime. C'est alors, je n'avais pas forcément cette référence, mais on me dit c'est le jeu de Fort Boyard où il faut prendre des bâtons et celui qui prend le dernier gagne. Oui, c'est ça en fait. Et du coup, l'idée c'est que on va entraîner une IA à gagner à chaque fois au jeu de mime. Donc au début, il y a un certain nombre de bâtons, il y en a 12. On choisit d'en prendre 1, 2 ou 3, l'IA réfléchit, elle prend un nombre de bâtons à son tour, donc on voit l'historique de la partie ici. Ensuite, on continue, hop, l'IA réfléchit, elle prend, là elle a pris 2 bâtons, donc on voit l'historique de la partie, et moi je prends les 2 derniers, donc j'ai gagné. Du coup là, au début, on voit que l'IA va perdre sans arrêt, quand parce qu'elle n'est pas entraînée, donc là, elle a perdu, et l'IA apprend que vu que cette option lui a fait perdre, elle va supprimer dans le tableau cette option de sa manière de jouer. Et au fur et à mesure, elle va supprimer de plus en plus d'options de sa manière de jouer, jusqu'à un moment où elle va avoir appris une technique qui lui permet de gagner à tous les coups, et au bout d'un moment, elle ne perd jamais. Alors je vous montre, on peut l'entraîner automatiquement avec ce bouton, entraîner l'IA. Et là, on va voir, au début, il y a 2, 3, 4 parties de jouer. Là, c'est souvent l'IA qui gagne. Alors, généralement, c'est plutôt le joueur qui gagne au début. On voit que quand même, le joueur gagne pas mal. Le taux de victoire de l'IA est de 64%, 60%. Là, il baisse, il monte. Et puis, à la fin, on va voir qu'il n'y a plus que l'IA qui gagne quand elle aura trouvé. Elle aura enlevé toutes les options perdantes. Et du coup, elle aura gardé que les options qui lui permettent de gagner. Et du coup, elle gagnera à tous les coups. Voilà, là, elle y est presque. Voilà, là, normalement, on va voir que l'IA, le joueur a gagné 16 parties et maintenant, l'IA devrait gagner à tous les coups, 21, 22. Voilà, peut-être que le joueur va gagner une partie de temps en temps, mais après, normalement, j'accélère le rythme à partir de 50. Et là, à partir de là, ouais, voilà. Là, l'IA gagne à tous les coups. Voilà, le joueur ne gagne plus aucune partie. Donc là, elle a appris comment gagner. Donc, on peut voir ça. Et puis après, si on veut aller un peu plus loin, il y a un mode expert qui permet de voir entre exploration et exploitation comment ça fonctionne. Mais là, c'est un petit peu plus complexe. Il y a des explications à chaque fois, si ça vous intéresse, pour voir comment le mode fonctionne. Donc ça, c'est un petit peu plus avancé, mais ça fonctionne assez bien. Si vous pouvez lire les explications et ça se met très facilement en place avec des groupes. Et dernier point, c'est les 2 onglets qui sont là, qui ramènent un petit peu à la même chose. C'est des déroulés et des parcours pédagogiques, donc qui vont inclure en partie pas mal les outils de VitaScience, mais pas que. On a ici IA et ASSO. Et en fait, on a à côté Decrypt.IA. On va voir que en fait, c'est un peu la même chose. Ce qui différencie IA et ASSO de Decrypt.IA, c'est le paramétrage au début quand on arrive. Donc,
Ici, vous voyez, on a 2 switches en haut. Si on n'en met aucun, on a l'essentiel, vraiment comprendre les IA génératives, risque et vigilance, protéger les données, rédiger les prompts efficaces. Si on clique sur pour aller plus loin, on a des choses au cœur de l'IA là, qui vont nous permettre vraiment de mieux comprendre le fonctionnement. Et face aux algorithmes, qui est une version avancée de risque et vigilance, qui permet vraiment de mieux comprendre les enjeux sociétaux, on va dire, de l'IA, et la partie pour les associations ici, qui propose des usages et bonnes pratiques pour les associations. Donc, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. À chaque fois, on clique ici. On a ici un niveau de difficulté, voilà, débutant, intermédiaire ou avancé. La durée de lecture ou de fonctionnement de la section qu'on va faire. Donc là, premier pas, en 3 minutes, on voit un petit peu comment fonctionne l'IA, les règles d'or pour l'utiliser, pour faire un premier prompt, etc. Puis après, on commence à avancer, comment ça marche vraiment, etc. À la fin donc on a 3-4 parties théoriques à chaque fois. Après, on a 2 ou 3 ateliers qui sont proposés, donc qui sont guidés, objectif PEDA, matériel nécessaire. Là, voilà, ça nous envoie sur VitaScience et sur Open Tokenizer. Et puis voilà, l'atelier à faire, le déroulé de l'atelier et des questions pour le retour en groupe une fois que l'atelier a été fait. Donc tout ça, c'est accompagné. Donc là, il y a 3 ateliers. Le premier, ces 2-là utilisent VitaScience notamment. Ces 3-là, les 3 utilisent VitaScience ici. Et à la fin de chaque section, ici, on a un quiz. En, pour l'instant, 3 questions, mais il y en aura 5 au total, avec à la fin une espèce de récompense quand tous les quiz auront été faits, mais ça, je suis en train de terminer cette partie. Donc, à chaque fois, on a ça. Donc là, comprendre les IA génératives, au cœur de l'IA qui nous fait vraiment aller un petit peu plus loin, on rentre dans les architectures techniques, les réseaux de neurones, etc. Donc là, c'est vraiment, on n'est pas obligé de le mettre, cette partie pour aller plus loin. Risque et vigilance, Léo en a parlé, hallucination, biais, impact environnemental, l'IA dans le monde du travail, avec des ateliers, toujours pareil. Face aux algorithmes, là, on va un peu plus loin, surveillance et contrôle social, tout ce qui est un petit peu réglementé par l'IA Act, manipulation et désinformation, deepfake, transparence et explicabilité, voilà, tous ces points-là. Protéger les données, comment protéger ces données face à l'IA, donc pareil, un atelier, comprendre les enjeux, les droits, les IA locales, le logiciel l'application Doc.ai qui permettent d'anonymiser, qui n'entraînent pas qui s'entraînent pas avec les données. Ici, toute une partie sur la rédaction de prompts efficaces, donc plein de conseils et des ateliers qui permettent d'améliorer un petit peu au fur et à mesure la rédaction de prompts. Plein de petits ateliers qui vont être encore un petit peu améliorés, sur lesquels il y a encore un petit peu de travail. Donc voilà, toute une partie rédaction de prompts efficace. Et enfin, toute une partie spécifiquement pour les associations avec des propositions d'usage. Donc voilà, communication, rédaction, structuration, synthèse, administration, pédagogie et formation, financement et appel à projet avec tous les risques qui peut y avoir derrière, mais aussi toutes les opportunités qui sont possibles. Mais par contre, c'est vraiment important de prendre conscience des risques qui sont derrière, et puis un petit peu comment on utilise l'IA en association avec la transparence des règles et les chartes au sein des associations. Pareil, ça se finit sur 2 ateliers et un quiz. Donc voilà un petit peu les outils que vous pouvez retrouver ici sur la fleur de l'IA. Donc voilà, 5 outils, un diaporama, un catalogue d'outils, un jeu sur l'apprentissage par essai-erreur et des déroulés pédagogiques, donc voilà, qui sont paramétrés plutôt IA et ASSO, et Decrypt IA, celui qui permet d'aller un peu plus loin, qui prend les options pour aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement des intelligences artificielles. Est-ce que vous avez des questions ? Jordan, dis-moi. Merci Sébastien. Ça fait un moment que je n'étais pas allé voir, et en effet les nouvelles rubriques IA et ASSO et Decryptia, je les avais pas vues, donc c'est trop cool cette présentation et tout ce qu'il y a en plus.
Euh, non, j'ai juste une question sur, enfin, ça m'est venu comme ça, dans notamment la partie IA asso, enfin le bleu. Euh, j'ai pas vu de rubrique sur la question un peu éthique et d'exploitation des travailleurs de l'IA. Je sais pas si, voilà, c'est juste que je me suis dit, c'est vrai que je pense que c'est un truc, je l'ai pas vu en tout cas, mais Alors cette partie, je sais plus si je l'ai déjà mis, mais en fait elle va pas être dans l'autre part. Ah ouais, du coup peut-être, bah, je pense qu'elle est dans les trucs que j'ai de côté parce qu'on en retrouve pas mal dans le catalogue d'IA, mais elle va être plutôt. Ah oui, en fait techniquement, je l'aurais mis d'en face aux algorithmes. Oui, non, mais tu as hmm, raison, il faut que je réfléchisse. Il y a une partie sur le travail ici et je sais plus si je l'ai mis dedans parce que j'ai du contenu sur ça. Non, mais je pense que tu as raison. Tu as raison, c'est du contenu que j'ai pas mis à cet endroit-là. Bah, merci, ok. je note ça. On a Bah, pas mal d'informations hein, sur ça, si c'est oui, si, notamment, ouais, Jordan, si ça je vous pensais intéresse, vous je retrouverez pensais au ici. Là. document d'Arte, notamment sur Hmm. l'entraînement des IA par des travailleurs malgaches, qui est quand même assez édifiant, quoi. Donc, Ouais. Bah oui, oui, complètement. Ouais. Et bah, notamment, effectivement, pour étiqueter les données enfin, tout le travail sur cette partie-là. Effectivement, ouais, c'est dans la partie catalogue d'IA, mais c'est pas dans la partie dans l'autre partie. Je vais l'ajouter. Bah, merci pour la recommandation. Ben, Est-ce on qu'il y a voit d'autres bien en tout remarques? cas. Est-ce que c'est des outils qui vous donnent envie de mettre en place, peut-être ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de réaction forcément? Juste en attendant d'éventuelles réactions, on voit bien il y a à chaque fois dans tout cet outillage, il y a une vraie réflexion quant à l'usage de l'IA autour de justement des dérives potentielles, des questions éthiques, comme Jordan l'a soulevé. Effectivement, pour entraîner les IA, il faut des petites mains souvent, et des gros data centers qui consomment énormément d'énergie. Donc c'est euh, de, de grosses problématiques de l'IA qui sont, disons, à chaque fois traitées pas forcément directement, mais dans toute la façon dont le sujet est appréhendé à la Ligue de l'enseignement. Toutes ces questions-là se posent dès le départ et à toutes les étapes. Et c'est comme ça que ben, tout ce contenu va ressortir dans différents modules, différentes outils que Sébastien a partagés. C'est aussi très très en avant dans la démarche de Vita Science et c'est d'ailleurs vraiment sous cet angle-là qu'on organise ce webinaire et du coup tous les outils qui vont avec. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour nous et vous vous rendez bien compte là que quand on vous présente tous ces outils-là, il y a ces questions-là qui se posent à toutes les étapes. Noémie. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'adore l'outil. Je voulais juste savoir comment vous l'aviez diffusé déjà au sein du réseau, s'il est bien connu ou pas. Et parce que moi, ça vient percuter un projet qu'on a au niveau du FLEP sur l'appropriation de l'IA par le réseau. Et donc après, c'est de voir comment on peut utiliser cet outil pour que ce soit au service du réseau et que tout le monde puisse l'utiliser de manière correcte et puisse avoir peut-être un pas à pas sur les différentes étapes de la fleur, par quoi commencer pour mieux connaître les choses. Voilà, savoir si vous aviez réfléchi à ça et comment vous l'aviez diffusé dans le réseau.
En fait, au début, quand on avait fait la partie présentation qui était ici, on en avait pas mal parlé. C'était lors de journées de GERF, journée de rencontre des responsables de fédération. Et puis effectivement, après j'ai ajouté les différents onglets et on n'a pas forcément trop communiqué dessus. On a un peu communiqué au moment où le catalogue d'outils est sorti et pas trop ni sur le jeu de Nîmes. Alors sur IA et ASSO et Decryptia, pour être tout à fait honnête, je l'ai terminé en fin de semaine dernière et enfin j'ai terminé la première version en fin de semaine dernière et je suis en train de finaliser la partie sur les quiz. Donc, mais je pense qu'effectivement, ce sera intéressant de remonter ça à nouveau pour le rendre visible à l'ensemble du réseau. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir l'idée peut-être d'un parcours à suivre, parce qu'effectivement, si on commence par le jeu de Nîmes, ça rend ça rend la compréhension de l'usage de l'IA très compliqué. Mais effectivement, si on commence par contre par ici, comprendre les IA génératives et premier pas, ça permet vraiment d'avancer de manière un petit peu plus tranquille. Et puis, si on prend les sessions qui sont en vert comme ça débutants, ça permet vraiment d'y aller un peu plus tranquillement. Mais je pense qu'effectivement, il y a moyen qu'on communique un peu plus dessus. On l'a fait il y a quelques temps et pas récemment. Et il y a des formations au plan de développement des compétences aussi, Sébastien. Enfin bon, elles sont peut-être déjà complètes. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait certaines là déjà. Ouais. Il y en a qui sont pas forcément uniquement autour de ça, hein, mais en fait, du coup, là, quand on a fait la formation, c'était il y a 2-3 semaines. Non, c'était il y a 2 semaines, et du coup, je sais même plus exactement. Et c'était à cette occasion-là que j'avais terminé cette partie-là, où j'avais vraiment suffisamment entamé cet outil pour pouvoir proposer notamment des trucs autour de la rédaction de prompts efficaces et des outils pour les associations, pour les fédérations de la Ligue qui voudraient s'en saisir. Mais effectivement, c'était dans le cadre, il a été présenté cet outil dans le cadre du programme de développement de compétences, des formations. Il y a des formations qui sont encore disponibles, je crois. Je n'ai pas trop suivi dernièrement où ça en était. Mais je crois qu'on en fait 2 ou 3, hein, donc oui. Si je retrouve le lien, je le mets dans le. Si je retrouve le. Enfin, je ne sais pas si je retrouve le lien, c'est j'ai le lien. Mais comme toujours, Noémie, la diffusion, c'est difficile de toucher tout le monde, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ces formats webinaires. Voilà, du coup là, c'est une façon de le diffuser plutôt dans leur réseau formation. Mais voilà, toutes les façons de le diffuser sont bonnes à prendre. Donc il y a sûrement des connexions à opérer entre le sujet IA côté UFOLEP et tout cet outillage qui existe et qui est à dispo, quoi. Et qui, au contraire, le plus il y a de personnes qui l'utilisent, le mieux c'est. Tout à fait. Ce sera avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions avant qu'on je vois qu'il y a pas mal de réactions dans le chat qui sont plutôt enthousiastes à la découverte de cet outil, donc c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions avant qu'on donne la parole à Jordan? Peut-être une dernière chose aussi. Je disais effectivement que numeduc.org, c'est un peu mon bac à sable. Mais du coup, c'est aussi un endroit où en fait tout le monde peut contribuer. Et en fait, faut pas hésiter à dire ah bah il manque ça, bah ça c'est pertinent, ça peut-être ça le serait aussi. Moi je suis toujours, enfin voilà, on est un réseau d'EduPop et du coup évidemment toutes les contributions qui peuvent être partagées sont super intéressantes et en fait numeduc.org n'existerait pas sans le réseau et sans tous les gens qui ont participé. Dont Jordan, à qui on va laisser la parole. Jordan, à toi de jouer.
Et ben, je prends la suite. Merci à vous deux. Euh, est-ce que j'ai l'autorisation de partager l'écran? Il faut juste que Sébastien arrête le Ouais, voilà. partage. Merci, je C'est vais tout pouvoir bon. partager. Donc, moi, à mon tour, donc, je vais finir avec la présentation d'un dernier outil, un outil qui s'appelle Knowledge, qui est une IA générative que je vais vous présenter tout de suite, et qui est dont l'objectif principal est de transformer des contenus pédagogiques en activités interactives et d'apprentissage. Euh, c'est un outil que qu'on teste depuis quelques mois, notamment en lien avec le Centre confédéral et Julien, pour voir un peu ben, qu'est-ce qu'il peut apporter et comment cet usage de l'IA peut être particulièrement utile, bénéfique dans tout ce qui touche à l'ingénierie pédagogique, la conception de documents et de contenus pédagogiques, etc. Donc, je vais vous faire une petite démo et après, je vous propose qu'on l'utilise ensemble aussi également. Vous allez voir un peu comment ça marche et n'hésitez pas, tout le monde dans le chat, à faire on fera un test ensemble après, donc à faire des propositions sur quoi on peut le faire travailler. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais. Ouais. Ok. Donc, donc voici hop, la présentation de Knowledge. Donc, comme je disais, Knowledge, c'est une intelligence artificielle qui permet de transformer les contenus en activités interactives et inclusives en peu de temps. Euh, donc, qui dit IA générative, donc comme nous l'ont expliqué à la fois Léo et Sébastien avant, hein, c'est une IA là qui produit des contenus soit de texte, soit graphique, soit audiovisuel. Et Knowledge se spécialise dans la transformation vraiment de contenu pédagogique en activité pédagogique. Il y a trois étapes un peu dans son fonctionnement. D'abord, enfin, moi j'aime bien utiliser cette expression-là, de dire qu'on nourrit l'IA. On nourrit le knowledge avec du document qu'on peut avoir. Donc ça peut être un livre entier, ça peut être des tutos, ça peut être des guides, ça peut être tout type de documents textuels. Ça peut être aussi donc des podcasts, des vidéos, des documentaires ou des extraits. Enfin vraiment, on est limité juste par la capacité enfin le nombre de gigas du contenu qu'on lui donne, mais sinon tout ça, ça rentre. Avec ensuite quelques paramètres. Knowledge, du coup, il va travailler, il va analyser les contenus, c'est-à-dire que c'est une IA générative qui va pas faire des recherches sur Internet où il n'y a pas de fuite de données, elle s'entraîne uniquement sur les contenus qu'on lui donne pour analyser. Et ça, ça qui est intéressant, c'est que du coup, bah, il va pas chercher des informations ailleurs que ce qu'on lui a donné à analyser, et on peut mettre jusqu'à 4 documents, on va le voir après. Et donc, à partir de cette analyse-là, après, il va nous proposer des activités pédagogiques, des cours, enfin, plusieurs types d'activités que je vais vous montrer juste après, et que je vais pouvoir, une fois qu'il les a générées, je vais pouvoir après un peu les adapter, changer des paramètres, les modifier vraiment à ma guise pour les utiliser dans le cadre de cours ou d'activités, d'animation, etc. Euh, alors, moi, je vais vous montrer là une utilisation, par exemple, dans laquelle j'utilise, dans le cadre de création de contenu lié à, euh, au BPGEPS ASEC, qui est la nouvelle mouture du BPGEPS, pour vous montrer un exemple de ce que ça peut donner dans le cadre de la formation des animateurs et des animatrices socioculturelles. Donc, alors, j'utilise aussi en même temps que ça, là, je vous présente sur un logiciel qui s'appelle Genially, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais voilà, c'est un logiciel qui permet de créer des slides interactives et des PowerPoint globalement. Donc là, on se met dans une situation, bienvenue à l'espace jeunesse, imaginons que je suis un animateur qui démarre une activité. Hop. Euh, alors là, je me suis mis vraiment dans la peau.
Voilà, arrivé depuis quelques semaines en tant que stagiaire BPGEPS, ma chef vient me voir ce matin à la pause café. Donc c'est une activité interactive, donc j'ai juste à cliquer et il y a des choses qui apparaissent, hein. Salut, ça serait super si tu pouvais commencer à rédiger le projet pédagogique pour les vacances d'été. J'ai t'ai laissé le projet éducatif de notre structure sur ton bureau pour t'en inspirer, merci. Donc je me mets vraiment dans une situation, je suis un animateur, on me demande de réaliser un projet pédagogique. Sauf que moi, je suis en formation, c'est la première fois que je fais ça. Ok, mais j'ai jamais écrit un projet pédagogique, comment je fais ça? Euh, je clique. Il y a plusieurs choix que je pourrais faire en fonction des profils des personnes. Une première option, c'est d'aller chercher sur Internet et de, bah, évidemment, regarder des exemples et tout s'en inspirer. Il y a peut-être des jeunes animateurs qui vont direct aller sur ChatGPT et dire fais-moi un projet pédagogique. Et on l'a vu tout à l'heure, bah, ouais, l'IA, elle est biaisée et un des enjeux, c'est pas qu'elle remplace la réflexion et l'esprit critique. Donc c'est un utilisage de ChatGPT qu'on peut avoir beaucoup chez les ados qui posent question. Je peux aussi copier-coller juste un projet pédagogique et changer le logo, mais bon là, est-ce que derrière on va pouvoir se l'approprier si c'est juste ce travail-là? Je vais cliquer sur la réponse mystère, ben, on va tester avec Knowledge, voir en quoi là cet outil peut être totalement pertinent. Euh, Alors, je vais aller sur Knowledge. Donc, voilà, ça, c'est le site de présentation. Ça ressemble à ça. Donc, voilà, encore une fois, transformer du contenu brut en activité pédagogique. Euh, Là, par exemple, donc moi, je me rappelle, je suis un animateur ou je suis un formateur BPGEPS. Je veux, mon objectif pédagogique, c'est que une personne apprenne à faire un projet pédagogique, puisque c'est ça ma demande. Donc, je me mets dans cette situation-là, vraiment, là. Comment je vais le faire? Ben, je vais aller chercher du coup des choses sur Internet. Alors là, je les ai déjà présélectionnées en faisant une petite recherche Internet que j'ai fait juste avant. Hop. Je suis allé chercher, j'ai tapé sur un moteur de recherche projet pédagogique, comment on fait, ou des choses comme ça. Et là, bon, ben, on trouve souvent plein de documents. Voilà, le classique, c'est d'aller chercher par soi-même. Donc là, par exemple, j'ai trouvé ce document de la CAF disponible pour tout le monde qui dit projet éducatif, projet pédagogique et qui m'explique en deux, trois pages qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve, une petite méthodologie. J'ai trouvé un autre document là de la région Académie Occitanie qui explique le projet pédagogique, qu'est-ce que c'est. Voilà, il y a des documents. Et je suis allé sur YouTube aussi pour avoir un document qui soit aussi audiovisuel. Et donc, sur le site de la Ligue d'enseignement, une vidéo qui présente le projet pédagogique de la Ligue. Bon, elle date d'il y a 10 ans, mais c'est pas grave pour le sujet. Donc, j'ai pris ces différents documents. Et donc là, dans Knowledge, je peux commencer. Il va me dire, choisissez des documents. Donc, je peux soit ajouter des médias que je trouve sur Internet en mettant l'URL ou alors que j'ai sur mon ordinateur et je vais le nourrir avec ça. Donc là, si je le fais en direct, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre les documents que je vous ai cités, que là, bon, j'ai déjà pré-rentrés. Hop, je les coche. Donc là, il me valide, voilà, je lui dis d'utiliser ces médias. Et là, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est qu'il va du coup digérer ces documents, déjà, pour les analyser. Là, je vous montre. Et là, c'est là où là, j'ai une intervention de ma part, c'est que du coup, ben, si pour que lui il donne du sens à toutes ces données qu'il analyse, il faut que je lui donne des objectifs pédagogiques, puisque il va réfléchir en fait à partir de ça. Donc, ça pourrait être un de mes objectifs, c'est, euh, je sais pas, par exemple, différencier le projet éducatif du projet pédagogique, par exemple, pour comprendre la différence. Un truc qui n'est pas forcément clair surtout quand il y a des acronymes entre PEDT, projet éducatif, projet pédagogique, projet d'animation, projet de fonctionnement, toutes ces choses-là qui, quand on a de l'expérience dans des structures d'éduc-pop, ben, ça finit par... on sait à quoi on parle, mais pour un animateur qui est tout nouveau, c'est un peu fouillis. Donc je peux me dire, ça peut être un premier objectif pédagogique que je valide.
je peux en rajouter un second en disant ben, peut-être un objectif de ce que je veux que Knowledge me produise, c'est construire un projet pédagogique étape par étape. Je veux que les personnes qui vont suivre mes activités puissent tendre vers cet objectif, cette finalité. Donc, je vais les valider. Et une fois que donc j'ai mes objectifs pédagogiques, je peux après, encore une fois, j'ai quelques paramètres que je peux changer, le niveau de difficulté. Je peux faire très facile, moyen ou difficile en fonction de la profondeur que j'ai envie de mettre. Je peux mettre en lumière des mots-clés pour qu'il aille plus sur certaines notions que d'autres. Voilà, j'ai tout un tas de paramètres. Et ensuite, je le fais travailler. Donc là, je vais pas le faire tout de suite parce que je l'ai déjà fait travailler, donc parce que ça prend quand même un peu de temps. Généralement, ça prend 5 à 10 minutes le temps qu'il digère tout ça. Donc je vais plutôt aller sur voilà, la version que j'ai déjà préparée. Et donc là, l'outil Knowledge m'a proposé tout un tas d'activités pédagogiques que je peux réaliser sur un écran, qui sont là dans le tableau déroulant, qu'on va un peu regarder une par une. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, ou si je vais trop vite, voilà, je rappelle à réagir, ou dans le chat, j'essaie d'avoir les yeux aussi dessus. Donc là, j'ai différents types d'activités. Alors, il les a classés. La première, c'est support de cours. Là, il m'a fait une carte mentale à partir du projet pédagogique éducatif. Donc, il m'a déjà préparé une carte mentale pour représenter. C'est vrai que la représentation par carte mentale, des fois, ça permet de clarifier quand on est face à un document avec beaucoup de texte. Une carte mentale, ça a tendance à permettre d'y voir plus clair quand il y a des notions compliquées et imbriquées les unes dans les autres. Donc là, l'avantage, c'est que je peux la modifier vraiment à loisir. Je peux cliquer sur modifier, bien chargé. Voilà. Je peux refaire les liens comme je veux. Je peux changer des notions et dire et remplacer une notion par une autre. Il m'a déjà fait en fait une pré-carte mentale qu'après je peux modifier et changer comme je veux. Bon, je quitte. Hop. Deuxième support qu'il me propose, c'est un glossaire. Donc là, par rapport à tous les mots qu'il a analysés dans les documents, il a fait des définitions et donc je peux utiliser ce glossaire. La confiance, qu'est-ce que c'est? Sentiment de sécurité, de certitude dans une relation interpersonnelle pour favoriser l'apprentissage et la coopération au sein du groupe. L'avantage, c'est que du coup, il va me faire un dictionnaire de notions qui correspond et qui est directement tiré de tout ce que je lui ai donné à nourrir. C'est-à-dire que c'est pas des définitions qu'on va avoir dans un dictionnaire. Là, on a la confiance, on a cette définition, mais dans un cadre éducatif. C'est-à-dire que c'est pas la même définition qu'on trouvera dans un dictionnaire lambda. Apprentissage, il va parler activité, il va me dire action ensemble d'actions entreprises dans le cadre du projet éducatif visant à favoriser l'apprentissage. Donc vraiment, il va tirer des concepts des documents que je lui ai donnés à manger. Il va me créer un résumé des documents. Donc là, il me résume la vidéo, par exemple, du projet éducatif de la Ligue. Il me met en avant les points clés. Il me fait un résumé détaillé. Et il peut me faire aussi une transcription, notamment de vidéo, c'est-à-dire de passer de la vidéo au texte. Sur l'aspect, hop, on va aller plutôt apprenant. On va passer voilà, sur l'aspect. Si je me mets dans la position où je suis un formateur ou un tuteur, je peux du coup aussi avoir une conversation avec un chatbot et lui poser des questions sur les documents. Je peux par exemple lui poser comme question pourquoi a-t-on besoin d'un projet pédagogique pour une structure culturelle? On va voir qu'est-ce qu'il me répond. Et il m'explique à quoi ça sert, c'est quoi les enjeux d'un projet pédagogique par rapport à tout ce qu'il a pu lire. Et donc là, j'ai une réponse. Bon, je l'ai pas lu en entier, mais ça a l'air assez construit et cohérent.
Alors évidemment, comme c'est une IA, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des, comme on l'a vu tout à l'heure, des choses fausses, mais là, ça dépend vraiment de ce que. L'avantage, c'est qu'on a la maîtrise sur. Il va vraiment réagir entre ce qu'on lui a donné à manger. Donc, si ce qu'on lui a donné à manger est de qualité, eh ben, il va nous ressortir des choses généralement très fidèles à ça et avec une peu de côté aléatoire. Je peux créer des mots croisés. Là, par exemple, j'ai une activité où il peut déjà me faire une grille de mots croisés avec des définitions à compléter, avec tiré de certains mots qu'il a pris dans les documents. Donc, action d'ensemble, action d'entreprise. Là, par exemple, on a la confiance qui retourne, sentiment de sécurité, de certitude. Donc, évidemment, il y a des choses qui vont être plus ou moins pertinentes ou pas. Et l'avantage, c'est que je peux tout modifier. Je peux le rechoisir, lui faire remodeler. Non, ce mot-là, je le veux pas. Celui-là, il n'est pas très intéressant. Et du coup, après, lui faire recréer une grille de mots croisés si j'ai envie de faire ça. Euh, l- la fonction que j'aime bien dans cette catégorie-là, c'est l'atelier de réflexion, où il va me proposer des situations problématiques que je peux, en tant que formateur, donner à mes apprenants. Par exemple, il me propose une situation là, en tant que responsable d'un établissement éducatif, comment pourrais-tu justifier l'importance d'un projet pédagogique par rapport à un projet éducatif lors d'une réunion avec des parents d'élèves, en mettant en avant les implications pratiques et théoriques de chaque type de projet? Et là, on est clairement sur une application tout à fait pragmatique sur le terrain, c'est-à-dire, bah oui, à l'approche d'un séjour ou d'une période de vacances, en tant qu'animateur, en quoi je me saisis du projet pédagogique et on est sur une application, voilà, tout à fait réelle, quoi. Euh, Pareil, les autres, généralement, l'atelier de réflexion, il nous propose des bonnes situations problématiques qu'on peut en fait, s'en servir pour faire après du travail de terrain ou des ateliers en groupe avec un groupe en formation à partir des situations problématiques qui ont déjà été un peu prémâchées par l'appli. Et j'arrive maintenant aux activités interactives. Là, par exemple, un outil qui est chouette, c'est la vidéo interactive. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le son. Est-ce que vous entendez le son de la vidéo? Non. Euh, euh, bon, peu importe, c'est pas très grave. Euh, Ce qui est même sans son, hop. Il a du coup repris la vidéo que je lui ai donnée, donc la présentation du projet éducatif de la ligne d'enseignement, et il y a ajouté des choses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vidéo, il a ajouté des textes qui viennent s'incruster dans la vidéo. Donc là, on voit que clairement, il a nommé les personnages en reprenant l'audio. Ah, c'est pas pertinent, donc ça, je vais pouvoir le modifier et lui dire, bah ça, en fait, je m'en fiche. Par contre, il y a certains aspects dans la vidéo, si j'avance un peu. Là, il y a le mot culture qui est dit dans le texte de la vidéo, donc il me le met à l'écran, et je peux arrêter la vidéo, et il me met la définition qui est sortie du glossaire. Il va aussi me mettre des questions et des quiz intégrés dans la vidéo. J'avance un petit peu là où il y en a une. Si j'avance là au niveau de ce moitié, il m'arrête la vidéo, il met une pause, il me fait veux-tu t'arrêter pour tester tes connaissances, pour tester ce que j'ai retenu du début de la vidéo. Donc là, il me pose des questions directement intégrées dans la vidéo sur ce qui a été dit et savoir ce que j'ai retenu. Donc là, je vais dire vrai. Ah bah c'était faux. Le lundi, les enfants à la bibliothèque, ben, là, c'est par rapport au projet pédagogique de la livre, et donc il réagit par rapport à tout ça. Et encore une fois, tout ça est modifiable, c'est-à-dire que je peux aller dans la chose modification, je peux tout paramétrer, je peux remplacer les questions, je peux en supprimer, je peux les modifier, celles qui me paraissent pas pertinentes, ou celles que je veux garder. Mots croisés, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a, pardon, activité lexicale, voilà. Il peut me créer donc des activités pour ceux qui sont familiers avec l'e-learning, un peu ben, glisser-déposer. Donc, je prends un mot et je dois le retrouver avec sa définition. Un projet de fonctionnement, c'est quoi? Je pense que c'est un document qui décrit la modalité d'organisation et de gestion d'un accueil, mais je suis pas sûr. Hop, vérifier. Bon, j'avais bon. Et donc, voilà, l'activité est déjà prête à utiliser. Je peux l'exporter très facilement avec la notion de partage. Donc, si je veux l'intégrer dans un cours ou sur un site
qu'on puisse la faire directement, je peux l'exporter, copier le lien ou l'exporter sous différents formats et elle est prête à l'usage. Trouver la définition. On va faire un petit exemple. Là, pareil, j'ai un quiz qui est déjà fait. Désigne la ligne directrice en tenant compte d'objectifs d'apprentissage du besoin de participants. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai l'impression que c'est une orientation pédagogique. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Pareil, il y a des quiz qui sont déjà prêts pour s'entraîner sur des notions en fait, ça fait vraiment gagner du temps sur des tâches qui parfois peuvent être révérbératives. Préparer un quiz, en fait, il faut trouver les questions, trouver les bonnes réponses et les réponses mauvaises. C'est vrai que ça peut être assez chronophage. Et là, on peut vraiment gagner du temps avec des activités pédagogiques déjà prêtes et qu'on n'a plus qu'à modifier en fonction de ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas. Là, pareil, il me fait des quiz d'entraînement ou un quiz noté déjà prêt. Quiz d'entraînement, on va voir ce qu'il me dit. Le projet éducatif est élaboré par équipe, si j'ai bon. Ah ouais, non, c'était pas ça. La correction, c'était l'organisateur. Bon, encore une fois, des fois, il peut faire des erreurs ou des réponses qui ne vont pas. Mais l'avantage, c'est que si je vois que c'est pas cohérent ou qu'il a fait une petite erreur, eh ben, je peux encore une fois tout modifier. Là, vous voyez que je suis dans la page de paramétrage. Je peux resupprimer des questions, changer les réponses fausses, changer la vraie réponse, en rajouter, en enlever. Et il me fait des quiz qui sont variés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des QCM, il peut y avoir des textes à trous, il peut y avoir des définitions à trouver, il peut y avoir des flashcards. Donc il y a tout un tas d'activités autour du texte et de la euh, mémorisation de compétences. Il est très fort là-dessus. Là, on est si on parle voilà sur des notions d'apprentissage, on est vraiment sur des notions de mémorisation, compréhension, c'est-à-dire voilà les deux premiers niveaux de la taxonomie de Bloom. Et pour le coup, c'est vraiment hyper facilitant sur des notions basiques de mémoriser des choses, comprendre, réfléchir. On n'est pas dans de l'application pratique, évidemment, mais c'est pas son but. Voilà pour la présentation. Je vais essayer de pas faire trop long. Je crois que j'ai passé en, en détail un peu toutes les, les formes qu'il peut nous faire aujourd'hui, et sachant que aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, mais l'équipe de Knowledge, petit à petit, elle rajoute des possibilités de contenu, d'activités pédagogiques, etc. Euh, donc, ce que je peux vous proposer s'il y a des réactions ou des questions, c'est qu'on peut même tester l'outil ensemble, c'est-à-dire proposer une problématique ou à partir d'un contenu, on peut voir ce qui nous en direct, ce qui nous propose. Ça peut être un livre, quelque chose que je suis allé chercher sur Internet, un article ou un site, etc. Et on peut vraiment, si vous avez des idées ou des propositions, en tout cas, j'ouvre le temps des échanges et des questions. Merci Jordan. En attendant les éventuelles réactions, juste dire deux choses. La première, c'est que du coup, il y a un accès, c'est un peu comme Vita Science, il y a un accès à Knowledge gratuit avec un nombre de fonctionnalités limité. Et là, ce que Jordan vous a montré, c'est un module, enfin, avec la licence qu'on teste pendant un an et dont on peut faire profiter quelques fédés. Donc si jamais ça intéresse du monde, ben, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à jtessier@laligue.org et je le mets dans le chat en même temps. Voilà, et vous dire que pourquoi on teste le Knowledge, c'est parce que justement, encore une fois, ça répond à ces questionnements. En l'occurrence, c'est un outil français sur des serveurs français qui, à chaque recherche, ne va pas être trop gourmand d'un point de vue environnemental, puisqu'on lui donne que quatre ressources. Et du coup, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue éthique, voilà, on maîtrise ce sur quoi il travaille. Et voilà. Et c'est un outil qui accompagne
enfin qui est implémenté dans un certain nombre de lycées à l'heure actuelle. Donc il y a des partenariats avec différentes académies. Euh, donc voilà, on est en phase de test. Si jamais vous voulez tester vous aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et en attendant, est-ce que vous avez des questions ou réactions par rapport à ce que vient de présenter Jordan, ou plus largement par rapport aux trois interventions du jour? Et puis sinon, ben, on va pouvoir clôturer ce webinaire, mais peut-être avez-vous des questions? Ouais, Sébastien. Ouais, bah, je découvre Knowledge, je connaissais pas, c'est carrément chouette comme outil. Je me demandais en fait quand tu as créé l'outil, enfin quand tu as créé l'activité, elle est sous quel format? Parce que moi, quand tu as présenté les quiz, là, Jordan, on reconnaît bien la patte de genre H5P, je sais pas si ça vous parle, le truc H5P, mais c'est euh, comme tous les outils qu'on trouve un peu sur la digitale, c'est les mêmes formats de quiz, etc. Je vais notamment utiliser ça sur les VR de l'info. Et je me demande en fait sous quel format ça apparaît et comment c'est partageable ou utilisable, comment ça se met sur des ordinateurs. Est-ce que tu peux l'envoyer à d'autres personnes? Par exemple, si toi tu crées une activité, est-ce que tu peux l'envoyer à une autre fédé qui la met en place? Voilà, des questions un peu comme ça. Je vois que Léo pose une question aussi sur le chat, mais c'était un peu la question que je me posais. Quel format ça a à la fin et comment ça peut se diffuser? D'ailleurs, je pense que c'est peu ou prou la même question que Léo pose, puisque juste pour préciser, effectivement, c'est un outil qui est mis à disposition des professeurs dans les lycées. Donc c'est bien eux qui créent du contenu. Et puis après, je fais la passe à Jordan pour répondre à ta question, mais il a ouvert l'écran qui montre un peu les différents formats. Ouais. On voit Euh, H5P du coup. ouais, alors du coup, comme je disais, ouais, en effet, à partir du moment où je reviens en arrière, j'ai une activité qui m'a plu, où j'ai fait un quiz, par exemple, et que je l'ai finalisé alors dans le knowledge, donc là, il est comme je veux. Je veux le partager pour que les gens y aient accès. Donc, il y a plusieurs options de partage, et en effet, c'est la première format d'export, c'est le H5P, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de plateformes. Et tu as aussi du SCORM pour des LMS qui utilisent ça. Donc, tu as les deux versions. Tu peux aussi le mettre directement à HTML pour l'intégrer dans une page. La version Perl Trees, donc en lien avec le site Perl Trees qui permet d'afficher. Et il précise donc compatible avec un certain nombre de logiciels et de LMS, notamment Moodle, donc qui est beaucoup utilisé dans l'enseignement supérieur en particulier pour faire du contenu pédagogique en distanciel. Donc tu vois, tu as plusieurs formats d'export et tu as même d'autres options. Alors j'avoue que j'ai pas encore essayé de voir en Excel qu'est-ce que ça donnait. Mais avant, ça y était pas. Maintenant, tu peux rajouter sur un format Pronote. Donc vraiment là, directement pouvoir mettre un quiz dans sur Pronote pour tes élèves. Donc là, je pense que c'est assez nouveau qu'ils ont dû le mettre, ce format-là d'export. Et tu peux aussi juste tout simplement le partager sur le web. Donc là, si je copie le lien, soit par un code d'intégration là pour une page, si je veux qu'il apparaisse sur une page HTML, mais si j'ai juste à copier le lien, j'ouvre un nouvel onglet. Hop. Et alors, il est du coup là, il est dans une version la plus sobre au possible. Il n'y a pas tu vois, il y a pas d'animation, il y a pas d'esthétique, mais j'ai mon quiz qui apparaît et qui est directement, je peux y répondre sur n'importe quel navigateur. Je peux passer les questions, etc. Donc, on a voilà ce genre de format extrêmement simple qui marche sur n'importe quel navigateur, ou alors on peut donc l'exporter dans des formats après intégrés à des LMS ou à des sites. Donc pour le coup, c'est la, la pluralité des formats d'export, elle est chouette, quoi.
Mhm. Et donc, oui, je pense que ça répond peut-être aussi à la question de Léo. Si ça dépend de la plateforme. Après, si c'est par Pronote qu'on veut le mettre, eh ben, c'est possible. Si on veut juste le mettre sur un lien partagé sur le web qui renvoie vers l'activité de façon la plus simple, c'est possible. Et si après je veux l'exporter dans ma plateforme LMS Moodle ou alors directement, je pourrais aussi l'exporter en H5P et ensuite le mettre sur une activité Geniali, hein, comme j'étais en train de vous montrer, c'est aussi possible. Top, merci Jordan. D'autres questions, réactions? Non, j'ai pas l'impression. Eh ben, nickel. Bah écoutez, un grand merci à tous les trois, Léo, Sébastien, Jordan, pour vos présentations de ces outils. À toutes et tous, bah, n'hésitez pas à vous en saisir et à le relayer autour de vous. C'est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir et pour tous ces webinaires, donc en fait là c'est le cinquième webinaire d'une série. Le précédent on avait parlé développement de l'esprit critique et numérique en grande partie avec Sébastien. On a parlé de questions de handicap, on a parlé de questions de lutte contre les VSS, tout ça souvent enfin en lien avec la formation professionnelle, mais pas que. C'est disponible sur les chroniques pédagogiques. Je vous mets le lien. Donc à chaque webinaire, on met le replay et puis quelques ressources dont on a parlé. Et donc celui-ci ne fera pas défaut à la liste. Donc dans quelques jours, je publierai le replay avec les différentes ressources qui ont été présentées dans les chroniques pédagogiques et donc qui est une plateforme de contenu pédagogique multimédia de la Ligue ouvert avec la grande majorité des contenus qui sont en open source. Donc pareil, n'hésitez pas à aller visiter cette plateforme et partager les contenus. C'est fait pour. Voilà. Ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et un grand merci à Jordan, Sébastien et Léo encore une fois. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Salut, Merci à bonne tous, soirée. à bientôt. Bonne soirée à tout le Ciao. monde!